avait un bonnet qui faisait coiffe, un bonnet. Alors certaines l'amidonnaient, d'autres simplement parce qu'on entretenait notre uniforme. On avait 2 blouses avec un petit col Claudine blanche et puis un tablier qui était assez saillant avec notre écusson. Et on recevait notre écusson après le baptême de promotion. C'était un baptême qui était assez émouvant. C'était une époque où les études d'infirmière commençaient par 3 mois de probation, où on nous donnait à faire des tâches de ménage, fallait briquer les tables de nuit, si je puis dire, en fer ou en bois à Pontchaillou, passer la serpillière à l'époque, ensuite apprendre à faire les lits, ça durait au moins 8 jours, toute la technique des lits, alors il y a la technique du lit médical, du lit chirurgical, du lit avant l'intervention, après l'intervention, et c'était mademoiselle Baudouin qui faisait toutes ces démonstrations. L'école était dirigée par mademoiselle Chauveau. Et puis on avait un directeur, comment vous dirais-je, pas administratif, mais celui qui avait fondé l'école, qui était le professeur Eugène Marquis, qui n'exerçait plus ou presque plus. Il exerçait en clinique encore et qui venait nous faire la séance inaugurale en début de promotion. Et là, de nous dire, alors si les générations actuelles entendaient ça, ça les ferait sauter, hein. Un triple saut périlleux. Mesdemoiselles, parce qu'il n'y avait pas de garçons, c'était uniquement féminin, si je rencontre une des stagiaires dans mes services, regardez sa montre, elle n'est pas digne d'être infirmière. Il y avait quelques moyens matériels qui étaient du matériel de récupération. Par exemple, tout ce qui était les techniques de lit, de bandage, entre autres, tout ça, se faisait dans un grenier au-dessus de la salle Saint-Louis, Saint-Louis II. Là, il y avait des greniers qui étaient aménagés tout à fait honnêtement. Et là, on avait notre matériel. Il y avait une salle de démonstration également, où là, on nous apprenait pour les injections intramusculaires, intraveineuses, et tout, vous voyez, pour les pansements. Quand on était de nuit, 17 nuits à faire sur les 2 années. On avait simplement le droit, le lendemain de la veille, de ne venir qu'au cours de 4h30. Et on n'avait pas d'autre récupération, si vous voulez. Mais c'était une ambiance formidable. On était toujours jumelés, première année, seconde année. Les secondes années prenant en charge la première année, parce que chaque service, que ce soit l'Hôtel-Dieu ou Pontchaillou, une seule responsable de service, qui était une religieuse. Et il n'y avait pas encore de civils. Les civils sont arrivés, ou les laïcs, disons, 55, les premières, la promotion justement avant moi, et on en a pris quelques-unes. Tout était pavillonnaire, donc à Pontchaillou. Vous aviez plusieurs pavillons de pneumologie, parce que la tuberculose était encore bien présente. Vous aviez la chirurgie thoracique avec le professeur Marvel. Vous aviez beaucoup de gériatrie, il y avait la neurochirurgie, le service de neurochirurgie qui était un peu mélangé avec le centre anticancéreux, c'était le professeur Daniel Ferré, qui est décédé en août 1955, et le professeur Pecker qui est arrivé quelques mois après et qui a un peu d'abord recentré le service de neurochirurgie. Les malades n'étaient pas mélangés avec ceux du centre anticancéreux et il avait sa salle d'opération au 2e étage et c'était vraiment des pionniers de cette chirurgie. Et alors il y avait des pavillons, dites baraques, hélas, vilain mot, pour l'hospice, c'est-à-dire c'était, comme dans tous les hôpitaux de France, un héritage, si vous voulez, de l'aide médicale assistance publique du début du siècle. Ah, il n'y avait pas de service d'accueil, pas de service d'urgence.
Donc, à partir de 20 h le soir, les malades rentraient par la cour centrale de l'Hôtel-Dieu, rue de l'Hôtel-Dieu, rentraient dans le hall. Il y avait une sonnette qui résonnait dans tout le cloître. Et puis les 2 stagiaires de nuit descendaient accueillir le malade, appelaient vite l'interne de garde, l'internat était tout à côté, et puis on nous disait où devait être le malade, et tout voilà. C'était la supérieure de la communauté qui faisait l'infirmière générale et qui faisait le recrutement. On passait à son bureau, la voir, et c'est elle qui désignait celle qu'elle allait recruter ou pas. Tandis qu'à Pontchaillou, il y avait également une grande communauté, les Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, mais celles qui étaient responsables de service avaient leur chambre dans le service. Imaginez un petit peu ce que ça pouvait être. À cette époque, il faut dire que pour les infirmières, c'était des soins en série. C'était les prises de sang le matin pour le laboratoire, après les injections, après les pansements. Vous voyez, tout le monde était d'horaire de coupure, ou à peu près. Alors, on venait le matin à 8 h, mais en tant que diplômé, 8 h, midi et demi, 1 h moins le quart, revenir à 3 h 30 jusqu'à 20 h. Les moyens étaient les moyens de l'époque, qui étaient entre autres très lourds pour le personnel ASH et aides-soignants, c'est qu'il n'y avait aucun lit à roulettes. Il n'y avait pas de relève-bus au lit, donc on avait des dossiers qu'on rajoutait sous les oreillers quand on voulait asseoir un malade pour qu'il soit à l'aise pour manger, si vous voulez. Il y avait des adaptables, mais qui n'étaient pas à roulettes. Vous voyez, ça c'était dur parce que dans une chambre, il fallait toujours à la force des bras déplacer les lits et tout. C'était le patron, mais le patron au sens plein du terme. C'est-à-dire, et moi j'ai été très privilégiée parce que j'ai eu la chance de rencontrer des patrons formidables qui étaient à la fois des grands scientifiques, ils venaient tous d'une formation parisienne, des gestionnaires qui faisaient très attention à la gestion de leurs services et vis-à-vis des étudiants, des grands professeurs, si vous voulez. Et je vous dis, j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui avaient un très grand respect du personnel soignant et un grand respect des malades.